Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à te remercier, à vous remercier pour les réponses aux différentes stories que j'ai fait sur le duel des sujets pour les prochaines vidéos. Ça fait plaisir, mais c'est surtout ça te permet toi demain de pouvoir mettre en avant des sujets sur lesquels tu voudrais que je parle sur les prochaines vidéos. Le but c'est tout simplement de t'apporter des conseils de plus en plus précis sur un sujet en particulier. Donc voilà. On peut rentrer maintenant dans la vidéo, dans le sujet qui va être les 9 erreurs à éviter dans l'investissement immobilier. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont de moins en moins confiance aux banques, elles offrent des rentabilités et des rendements moins importants et on anticipe au vu de la situation une retraite future, en tout cas on a envie de se sécuriser et placer, on va dire, se réfugier dans l'immobilier. Et donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse justement à l'investissement immobilier. Aujourd'hui on est entouré aussi de personnes qui conseillent ce type de produits, donc effectivement on est plus à même à avoir de plus en plus de connaissances. Mais surtout, pourquoi ce sujet de la vidéo? Parce que, comme tu le sais, de plus en plus de monde souhaite investir, mais le plus important et le plus dur, c'est de faire son premier investissement. Parce qu'à partir du moment où on a réussi son premier investissement, on connaît les rouages, on a de plus en plus de connaissances, et donc derrière, on connaît les astuces, les risques et les solutions qui vont avec. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de pallier et de dire justement, voilà, aujourd'hui, les 9 erreurs à éviter. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la première erreur, c'est négliger l'emplacement. Quelle que soit la stratégie que tu vas adopter, en fait, type de location, etc., il va être important de privilégier l'emplacement. Pourquoi? Parce que tu sois dans un investissement patrimonial, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'il perde de valeur, qui se rentabilise d'année en année, et puis c'est au bout du compte qu'on se retrouve avec un beau patrimoine immobilier. A l'inverse, si on est plus dans une optique de rentabilité immédiate, de marge, de cash flow immédiat, on va plus partir du principe qu'il faut aller plus à l'extérieur des villes, si les rentabilités dans son secteur l'offrent, mais toujours de privilégier un cœur de centre-ville, proche des commerces, proche des gares, proche des universités pour les étudiants. Parce qu'en fait, si on s'excentre et si on ne comprend pas le marché et les besoins et la demande qu'il y a, on va se retrouver avec un bien qui se retrouve complètement à l'opposé de la demande et donc on ne va pas réussir à louer, on va louer moins cher et donc du coup on se retrouve avec peut-être un turnover beaucoup plus important ou à une rentabilité qu'on avait calculée à la base mais finalement on ne s'y retrouve pas. Et même demain, je vais même aller plus loin à la revente, on va se retrouver avec un bien qui est lambda parce qu'il sera positionné pas forcément dans le bon quartier, donc il ne va pas se vendre au prix auquel toi tu aurais souhaité et au prix auquel il va se vendre à la fin. Donc voilà, ça c'était la première erreur à éviter, c'était de négliger justement l'emplacement. La deuxième erreur, c'était de sous-estimer les travaux. Alors c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi il est difficile d'accéder à l'investissement immobilier? Parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs. En fonction des secteurs dans lesquels toi tu évolues et tu te situes, on va avoir des biens qui sont de moins en moins présents, moins en moins rentables. Et donc du coup, on a tendance à vouloir aller beaucoup plus vite parce qu'il faut être réactif dans ce type de marché. Et comme on est dans un marché où il faut aller très très vite, quand on visite le bien, il faut estimer la valeur travaux très rapidement. Et quand on cherche depuis un moment aussi, on se retrouve dans une situation où on visite un bien, deux biens, trois biens. On se retrouve dans une position où on en a marre de visiter, on a envie de sauter sur la prochaine occasion. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a tendance à sous-estimer les travaux. Parce qu'on se dit, je pense que ça, il n'y a pas besoin de le faire, je pense que ça, il n'y a pas besoin de le faire. Et donc, on aura tendance à justement estimer les travaux, en tout cas sous-estimer les travaux rapidement, et on se retrouve dans une situation où finalement la rentabilité qui était de 8%, on se retrouve à 6%, ou à l'inverse, l'investissement patrimonial à 6,5%, on va se retrouver à 4,5%. Et là, ça change totalement la rentabilité, mais ça, on s'en rend compte bien qu'une fois que l'acte authentique a été signé, et là, on est dans un flou total et on se retrouve avec un investissement clairement qui n'est pas du tout celui qu'on avait pensé et réfléchi auparavant. Donc c'est pour ça, sur la partie travaux, attention à ne pas les sous-estimer. Alors, on continue dans la partie travaux. La troisième erreur à éviter, c'est justement de les faire soi-même.
Alors pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce qu'on a tendance à dire de faire les travaux soi-même, ça va être mieux fait, on va économiser 20, 30, 40% eh bien, de la facture travaux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle d'un point de vue déjà fiscalité, les travaux que tu vas faire, de par une entreprise, vraiment un professionnel du bâtiment, eh bien, tu vas pouvoir les amortir, en tout cas faire du déficit et effacer une partie de tes loyers. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est du temps en moins. Alors si tu as la possibilité de le faire ou si tu es dans le bâtiment, effectivement, ça peut être intéressant parce que tu as toutes les décennales, etc. Maintenant, si ce n'est pas ton activité ou si tu n'as pas le temps, eh bien, tu vas prendre du temps dans tes week-ends, le soir, et donc finalement, des travaux qui devraient mettre un mois et demi, tu vas mettre 6 mois à les faire. Et donc, c'est 5 mois qui vont être perdus de loyer, par exemple. Donc ça, c'était la deuxième raison, le temps que tu vas perdre. Et c'est aussi la qualité. Aujourd'hui, à moins qu'encore une fois tu sois du bâtiment, une grande partie des investisseurs font appel à des entreprises parce qu'encore une fois, tu gagnes du temps. Bon, l'argent, c'est quelque chose, mais tu les amortis, tu les fais passer en charge pour pouvoir effacer tes loyers. Mais derrière, en termes de qualité de produit, ça va être nettement supérieur que moi quand je le fais le week-end ou le soir après le travail, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une erreur de faire ces travaux soi-même, surtout quand on est dans un principe d'investissement locatif. Quand on est dans un principe de résidence principale, c'est-à-dire on y habite dedans pendant un moment, oui, effectivement, on peut faire ces travaux. Mais dans l'investissement immobilier, en tout cas, pour moi, il faut éviter de faire les travaux soi-même, tout simplement. Quatrième erreur à éviter, c'est d'acheter en cash. Alors, pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé, on va dire à l'époque de nos parents, quand les taux d'intérêt étaient très importants, on avait tendance à emprunter sur la plus courte durée possible. Et dès qu'on avait un petit peu d'argent de côté, on investissait au maximum en cash pour éviter justement le paiement de ces taux d'intérêt qui étaient élevés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que si on a 150 000 euros en banque, il faut absolument passer par la banque parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Et donc, de pouvoir passer par la banque te permet de ne pas prendre d'argent de côté et de pouvoir enchaîner plus facilement les opérations d'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que tu achètes un bien à 100 000, la banque ne te demande pas d'apport. Donc tu fais un investissement immobilier, il roule. 6 mois après, tu continues. Par contre, la banque là, te demande 20 000. Donc, pour pouvoir continuer dans une même situation de manière rentable, etc., tu vas réinjecter ces 20 000 euros. Et puis 6 mois ou 1 an après, pour repartir sur un autre projet, peut-être voilà, à 200 000 ou à 300 000 ou à 400 000, ils vont te demander 30 000, 40 000 d'apport ou 50 000 d'apport. Mais tu les as toujours de côté, donc ça va te permettre d'enchaîner facilement. Et puis à un moment donné, si tu souhaites revendre un bien, là tu reprends une partie de ton cash. A l'inverse, si tu te dis dès le début, premier investissement, je mets cash les 150 000, tu te retrouves avec pas d'épargne de côté, avec l'argent qui est complètement mis dans ton bien. Alors oui, effectivement, tu ne payes pas de crédit, par contre tu vas payer des impôts de manière plus importante. Mais surtout, tu te retrouves bloqué pour les prochaines opérations. Parce que si tu veux repartir 6 mois après sur une opération à 150 000 ou à 200 000 euros, ils vont dire « Ah bah oui monsieur, mais par contre, il nous faut 10, 15 000 ou 20 000 euros d'apport. » Donc là, on est clairement bloqué, ou en tout cas, les banques vont dire « Attention, là, il faut vendre notre bien pour pouvoir partir sur un autre projet. » Donc c'est pour ça que acheter en cash est une erreur qu'il faut absolument éviter. Cinquième erreur à éviter, c'est surestimer sa capacité financière. Encore une fois, on a tendance à partir dans l'optique où on enjolive un petit peu la situation. On a tendance à dire oui, moi je suis capable, la banque elle va me prêter, j'ai une situation parfaite, etc. Dans la réalité, il faut vraiment rentrer dans les calculs pour dire ok, elle peut me prêter ou non, elle ne peut pas me prêter. Encore plus qu'on est dans une situation où l'immobilier, en tout cas dans l'investissement, part à une vitesse grand V, c'est important d'anticiper cette partie pour éviter d'être déçu. Parce que demain, ça m'est déjà arrivé, de partir sur une opération. Je savais que ça allait être un peu très compliqué en termes de capacité, mais je vais au bout, je fais les démarches, et puis on se retrouve après le compromis de vente, donc entre le compromis de vente et l'acte authentique, au moment d'éditer les offres de prêt, d'avoir les acceptations de la banque, de se retrouver à avoir des refus, parce qu'on a une situation qui n'est pas favorable pour ce type de projet. Projet trop gros, trop de travaux, une situation personnelle qui n'est pas à la hauteur, en tout cas qui n'est pas en cohérence, en cohésion avec ce que veut la banque.
Et donc finalement, on se retrouve déçu, on lâche le projet, on commence à être déçu et puis abandonner, se dire que l'immobilier c'est peut-être pas pour nous et puis on part sur autre chose. Donc c'est pour ça que, et surtout au début, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que on peut tout simplement se prendre pour le roi du pétrole, mais on se retrouve dans une situation où finalement au bout de quelques mois, après de nombreuses recherches, on se retrouve avec un bien rentable et puis on ne peut pas le faire financer parce que c'est trop gros tout simplement. En tout cas, l'opération n'est pas assez proche de la réalité pour cette personne-là. Donc c'est pour ça, je conseille de reprendre les bases, de bien faire ses calculs par rapport au taux d'endettement pour avoir justement quelque chose de cohérent vis-à-vis de la banque, vis-à-vis du projet et de pouvoir justement éviter d'être déçu et puis de se dire que l'immobilier n'est pas fait pour soi. Alors que clairement, il y a encore des exemples très récents de participants qui ont investi en étant en alternance, en ayant moins d'un SMIC de salaire. Donc voilà, maintenant c'est un investissement à sa hauteur et c'est comme ça qu'il commence. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on se forge, qu'on apprend, on connaît le processus, travaux, achats, etc. Et puis derrière, ça permet d'enchaîner beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment sur cette partie où c'est vraiment intéressant l'investissement, c'est que de rien, on peut arriver à des aventures et des histoires qui sont vraiment incroyables. Sixième erreur à éviter, c'est de sous-estimer les frais annexes. On est à peu près de la même manière, de la même caractéristique que de sous-estimer les travaux, mais là ce sont vraiment sur les frais annexes. Pareil, on a tendance à dire que ça coûte pas cher, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand on compte la taxe foncière, la gestion locative, l'assurance, la CFE en fonction de la fiscalité, la création d'entreprises, de sociétés, pareil ici on a une fiscalité un peu plus complexe. Les assurances, j'ai dit, l'entretien du bien, voilà. Et donc tous ces frais-là, si on ne les anticipe pas, on peut se retrouver avec des surprises. Je pense aux charges de copropriété. Il y a énormément de personnes qui disent très bien, l'investissement il roule, et puis on se retrouve avec des charges de copro qui sont énormes parce qu'il y a un ascenseur, parce que c'est une grosse copro, et donc notre bien il est beaucoup moins rentable que ce qu'on avait espéré auparavant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux frais annexes. En tout cas, il faut vérifier tous les frais qui existent et puis voilà, on liste comme si on faisait une liste de courses, loyer, charges, alors assurance, crédit, taxe foncière, gestion locative, entretien, CFE, la comptabilité, etc. Et puis comme ça, au moins, on a tout le décompte, les impôts, et puis après, on n'a pas de surprise. Et surtout, voilà, ça évite de se tromper et de se retrouver dans une situation où on a complètement passé à côté de la plaque des frais qui sont liés à l'appartement ou à l'immeuble et qui mettent en péril tout simplement l'investissement. Donc voilà pour la sixième erreur à éviter. Septième erreur, c'est de tester la demande locative. Absolument faire justement, c'est de ne pas tester la demande locative. En fait, dans l'investissement, il est important de tout tester, de tout prendre en compte pour justement réussir et encore une fois, surtout le premier investissement. La demande locative, le fait de mettre une fausse annonce, etc., ça permet vraiment d'acter les choses, d'acter le loyer, d'acter la demande. Je l'ai encore fait récemment, je le fais très régulièrement sur l'investissement immobilier. Je teste la demande, je prends des photos de biens que j'ai déjà, je les compile, je mets une fausse annonce sur les différents sites d'annonces immobilières et derrière, ça permet vraiment d'avoir un retour d'expérience immédiat pour savoir si, oui, je peux louer tel appartement qui a tel style de déco, parce que c'est ce qu'on fait dans d'autres appartements, dans d'autres immeubles, et tout de suite derrière, de pouvoir confronter à la réalité, de se dire, ok, à ce prix-là, pour telle surface, ça se loue, j'ai de la demande, j'ai laissé 3-4 jours et j'ai eu plus d'une dizaine de demandes. Bon, après, c'est à vous de voir en fonction du type de logement, si vous laissez 10 jours, 15 jours, 1 mois, etc. Mais en tout cas, de temps en temps, on a tendance à dire oui, j'ai vu, il y a des annonces sur tel site immobilier, Le Bon Coin, Ouest France ou autre. Et donc, on se retrouve dans une situation où on ne fait pas le test. On se dit oui, c'est bon, moi j'ai des copains qui font ci, ils font ça. Mais bon, il y a une différence entre ce que font les autres investisseurs, entre ce qu'ils mettent dans l'annonce, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'investisseurs qui mettent charges comprises, mais sauf que les charges, nous, on ne les rentre pas finalement dans la rentabilité. C'est vraiment hors taxe, hors charge, pardon.
Et donc voilà, pour moi, c'est une grosse erreur à éviter de ne pas tester la demande locative. Et de le faire, ça va vous permettre vraiment de savoir, ok, tel appartement, telle surface, je le loue, tel prix. Est-ce qu'il y a de la demande? Oui. Ok, je suis dans le marché. Est-ce qu'il y a de la demande? Non. Il faut que je change de surface, de prix pour que ce soit cohérent par rapport au marché et que ce soit cohérent par rapport au projet en tout cas que je veux sortir. On continue avec l'avant-dernière et 8e erreur, eh bien, c'est de ne pas préparer justement son investissement. Pourquoi? Eh bien tout simplement comme je peux le faire aujourd'hui en évoquant les différentes erreurs, c'est bien d'analyser en amont ce que tu veux, ce que vous voulez en termes d'investissement patrimonial, marge, cash flow immédiat, et derrière d'anticiper tout ça, donc les travaux, par qui je passe en fonction de là où je vais, sur la capacité financière, jusqu'où je peux aller, de tous les frais qui sont liés à l'investissement. Derrière, une fois qu'on a préparé, c'est de tester tout simplement la demande. Et ça va permettre avec une fiche, de dire ok, j'ai préparé mon investissement, donc mon objectif c'est ça. Je vais dans telle ville et telle ville. Je pars sur tel budget. Pourquoi? Parce qu'il y a tel type de rentabilité. Ensuite, on va sur tel type de demande, c'est-à-dire quel type d'appartement, quel type de location. Ensuite, je teste, etc. Et en fait, de préparer comme ça le processus, ça vous permet derrière, tout simplement, de ne pas oublier d'étapes surtout, mais surtout d'éviter les erreurs, les frais, d'éviter de se tromper dans la demande locative, d'oublier un point, par exemple la fiscalité, et derrière se retrouver avec une situation où on se fait bombarder et matraquer par les impôts. Donc voilà, c'est pour moi l'une des parties, on va dire ça va rassembler tout ce que j'ai dit là pour justement réussir tout simplement son premier investissement immobilier. Le plus important, c'est vraiment le premier investissement immobilier. Parce que derrière, une fois, alors qu'on a commis des erreurs ou non, mais ça permet vraiment d'enclencher, de prendre confiance, de faire donner la confiance aussi aux banques, mais surtout de dire ok, j'ai réussi ce que je voulais faire, je comprends, j'ai fait une erreur ici, maintenant la prochaine fois je vais faire ça pour éviter de la recommencer, et puis de continuer et puis de faire tout ce qu'on a fait là et de le remettre réellement en situation, en cas concret. Donc voilà pour l'avant-dernière. Et la dernière, bon, peut-être que tu devais t'en douter, c'est de ne pas se former. Maintenant, de ne pas se former, ça peut être très bien gratuitement ou de par une personne qui a l'habitude de conseiller des personnes pour investir. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours avec mes collègues, c'est tout simplement d'accompagner des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas le temps, pas les connaissances et pas le réseau nécessaire pour le faire. Et donc du coup, ils font appel à nous. Et c'est ce qu'on fait en fait en permanence, de conseiller sur un bien, sur un type d'investissement, sur une fiscalité. Et derrière, ça va même aller un peu plus loin. Demain, si tu veux faire de cette activité une activité complémentaire, une activité même principale, il est inévitable et indispensable de se former. Aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre de prendre plus confiance, d'avoir toutes les billes, toutes les connaissances pour dire ok, je sais comment il faut investir dans un premier achat. J'ai toutes les étapes, il ne faut pas que j'oublie ça. Si je suis dans telle situation, voilà telle fiscalité que ça va enclencher. Si je suis dans telle situation, voilà quelle fiscalité, qu'est-ce qu'il faudra faire pour réussir ce premier investissement et pour ne pas payer d'impôts ou pour avoir un maximum de rentabilité. Donc, c'est pour ça que pour moi, se former, mais c'est comme dans tout domaine, j'en ai déjà parlé, je le répète, de la reconversion professionnelle, on veut changer de métier, on fait une formation. On se fait guider et on se fait accompagner par une personne qui a l'habitude justement de conseiller ce type de personnes et surtout aussi qui le font personnellement. Et donc c'est pour ça qu'il faut, comme dans tout domaine, avoir un minimum de base de connaissances pour comprendre, ne pas se tromper et puis éviter les erreurs de part et d'autre qui peuvent te mettre derrière en porte-à-faux. Donc voilà tout simplement pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part, à donner pas mal d'avis. N'hésite pas à mettre aussi en commentaire si tu as d'autres erreurs à éviter. Il y en a plein. Maintenant, pour moi, c'est les principales. Et il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, un investissement qui est préparé, il y a très peu de risques en fait qu'il n'aboutisse pas à un beau projet.
Maintenant, voilà, il faut prendre tous les facteurs en compte et puis il faut les additionner pour sécuriser et puis de se dire que, bon, effectivement, il y a toujours des risques, mais on les diminue au maximum. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!